Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Meillan aujourd'hui avec nous, voilà, qui va nous parler de plein de choses passionnantes, j'en suis certaine, sur des thèmes que l'on n'aborde jamais forcément directement. Mais Nicolas, que vous connaissez sans doute pour l'avoir vu sur de nombreux canaux médiatiques, CNews, mais pas seulement, est un ingénieur de formation, me semble-t-il, est un spécialiste reconnu des questions industrielles, énergétiques, de mobilité, des conséquences en fait, et c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est même certainement ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences ou votre évaluation géopolitique des conséquences énergétiques en fait de ce qui est en train de se passer. Pour la France, pour l'Europe, pour l'équilibre du monde d'une manière générale, pour les nouveaux rapports de force aussi. Donc on a plein de choses à discuter. Je ne sais pas très bien comment on va commencer. Peut-être par l'actualité, parce que quand même, il se passe des choses. Donc Hormuz, le blocage, du blocage, le déblocage, du blocage. On ne sait plus très bien. Les initiatives de l'inénarrable président américain, comment ça s'appelle, Project Freedom, n'est-ce pas, voilà. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Moi, ce que je lis et ce que je comprends, mais je suis loin d'être à votre niveau d'expertise, c'est qu'on n'a encore rien vu. Sur l'énergie? Sur les conséquences, économiques et sociales de ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, puisque, si vous voulez, l'énergie, on dit souvent que le pétrole, c'est le sang de l'économie. Et là, le détroit d'Ormuz, c'est un petit peu l'artère principale du cœur de l'économie mondiale. Donc là, elle est quand même un peu bouchée. Légèrement. Depuis 2 mois. Même si, sur les 20 millions de barils, donc 20% de la demande, il y en a quand même 10 qui passent par des chemins alternatifs, notamment en Arabie Saoudite ou les Émirats, ou aussi bien sûr l'Iran, qui continue à vendre son pétrole. Le plus gros problème, si vous voulez, c'est qu'on était de toute façon, avant ça, déjà dans un monde où la demande, l'offre de pétrole allait plutôt en se raréfiant. On allait un peu chercher là où il y en avait et là où c'était pas cher. Le pétrole le plus cher exploité, il était aux États-Unis, et la production d'ailleurs américaine, depuis l'élection de Donald Trump, n'avait pas augmenté. Pourquoi? Notamment parce que les prix du pétrole étaient assez bas. À $60, en fait, on n'a pas de nouveaux investissements pour aller puiser et forer des trous. Donc le drill, pour l'instant, c'était lettre morte. Alors à $90 ou $100, c'est plus le cas. Ça va permettre pour le coup de la relance aux États-Unis de la production de pétrole, mais malheureusement, ça se sent aussi sur le portefeuille des lecteurs MAGA. Donc lui, il est un peu moins content sur la fin du mois. Le vrai problème qu'on a, maintenant que ça fait 2 mois qu'on a ce blocage, c'est que le pétrole, quand vous l'exploitez, il faut l'évacuer du puits, il faut le stocker quelque part. Et là, en fait, on arrive, que ce soit en Irak, dans les Émirats, à des limites de stockage physique. Donc on a rempli un peu toutes les bassines. Après, ce qu'on peut remplir, c'est les bateaux. Et puis après, quand il n'y a plus de bateaux, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de baisser la production et de couper la production. Donc couper la production d'un puits, si c'est quelques jours, quelques semaines, ça ne pose pas vraiment de problème. Quand on commence à parler de mois, eh bien, en fait, si vous voulez, quand vous coupez la production, la pression va baisser, les artères vont se boucher un petit peu, voilà. Comme un corps. Quand vous remettez en production, en fait, vous ne revenez pas au point initial. Tout de suite. Là où vous étiez. Tout de suite, ou peut-être jamais. Peut-être jamais, en fait. C'est pas... Alors, certains parlent, j'entendais Jacques Sapir, avec qui je participais à une émission la semaine dernière, qui parlait de 2 ans et demi. J'irais pas... 2 ans et demi pour retrouver le niveau d'avant? Pour retrouver le niveau d'avant. C'est énorme. Mais moi, je ne me lancerai pas dans les pronostics, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était dans un monde déjà un peu contraint, et que là, on a rajouté une contrainte à la contrainte, et donc, ce n'est pas évident. Clairement, ça va laisser une empreinte à moyen et long terme sur la disponibilité de pétrole. Alors après, vous avez une partie des gens qui vous disent « Oui, mais de toute façon, on va avoir un pic de la demande, parce que tout le monde va rouler en voiture électrique, et donc ça ne pose pas de problème. » Et c'est d'ailleurs
une des raisons qui pourrait expliquer la sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP, qui se disent, en fait, si jamais la demande de pétrole vient à baisser pour un certain nombre de raisons, notamment la voiture électrique, moi, je suis quand même assis sur un coffre-fort, j'ai envie d'en vendre le plus possible. Donc, je m'extrais de... Voilà, on pourra en reparler plus tard, bien sûr. Mais... Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que les Émirats n'ont pas non plus des réserves si extraordinaires et qu'en fait, leur idée aurait pu être de se libérer des contraintes liées à l'appartenance à l'OPEP et à l'OPEP+, pour pouvoir effectivement produire plus librement et en tirer peut-être plus de profit, être moins sujet à des pressions diverses, petits moucherons, mais que c'était plutôt en fait pour récupérer des liquidités, parce qu'ils ont quand même des gros problèmes financiers, à vrai dire, de perte de revenus qui ne sont pas liés aux revenus pétroliers. Voilà. Et qu'en fait, leur idée, ce serait plutôt d'accélérer une sorte de transition, en tout cas c'est une thèse que j'ai vue, qui ne me paraît pas complètement idiote, accélérer la transition de leur ancien rôle vers un rôle qui serait plutôt de devenir un hub pour tout ce qui est infrastructure d'intelligence artificielle, ce qui aurait expliqué la visite en plein conflit du PDG de Microsoft, de celui de BlackRock, enfin bref, de relancer en fait de nouveaux types d'investissements. Et pour ça, de pouvoir redéployer des ressources, et pour ça, de pouvoir se donner de la liberté sur leur redéploiement et sur leur accumulation initiale. Non, tout à fait. De toute façon, c'est vrai que c'est quand même un des pays qui a été le plus impacté. Et donc, il me semble, d'ailleurs, il me semble qu'ils avaient à un moment donné demandé des dédommagements. J'ai vu une dépêche passer où j'avais vu quelque chose comme ça, où quand l'Iran demandait des dédommagements pour la guerre, eux aussi finalement, auraient pu en demander. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux Iraniens qu'il faut demander aux Américains. Plutôt aux Américains, parce que c'est quand même... Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en production, je crois, entre 3 et 4 millions de barils par jour. Qu'ils ont un objectif à 5. Donc potentiellement, ils peuvent augmenter leur production de 25 à 35%. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont augmenter leurs revenus de 25 à 35%, parce que à chaque fois que les pays de l'OPEP ne s'entendent pas, généralement les prix du pétrole baissent. L'OPEP, il est là pour soutenir les prix du pétrole et justement pour s'assurer un niveau qui leur permette de financer notamment leurs dépenses, etc. Et de financer l'économie américaine à la fin. De financer l'économie américaine, bien sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu les 2 fois où ça a baissé. Donc, c'était fin 2015, soit début 2016, et puis aussi en 2020. Eh bien, c'est 2 fois où d'ailleurs, la production de pétrole a baissé aux États-Unis. Parce qu'en fait, les gens arrêtent d'investir, ils arrêtent de forer, ils arrêtent de creuser. Et si on remonte un peu plus en arrière, on a eu dans les années 80 ce qu'on appelait la guerre des quotas, où finalement, la production de chacun des pays de l'OPEP est déterminée par leurs réserves. Et c'est un quota de leurs réserves. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun à leur tour, ils ont chacun augmenté la taille de leurs réserves. Mais pas en allant faire des trous et en comptant, en prenant un bout de papier et en rajoutant un zéro, grosso modo. Donc ça s'est mal passé. Et ça s'est d'ailleurs très mal passé ensuite. C'était plus ou moins au moment du contre-choc pétrolier, donc 85 et 90. Et c'est quand même ça, in fine, qui a beaucoup affaibli l'URSS. Une des raisons à la chute de l'URSS, alors, il y en a probablement plusieurs et chacun va midi à sa porte, mais la baisse des rentrées en devises étrangères... plus la course aux armements lancée par Reagan. Mais sachant que... Et donc c'est probablement ça qui a... Contre-choc pétrolier, c'est quand même les Saoudiens en coordination avec les Américains qui augmentent très fort la production, qui font chuter les prix. Et donc c'est aussi pour ça que finalement ce blocage du blocage, alors bien sûr, il y a des fuites. Il y a des fuites de partout, il y a des bateaux iraniens qui continuent à passer. Peut-être il y a les voies terrestres. En logeant, oui, alors on n'en voit pas les mêmes quantités par voie terrestre, mais il y en a probablement quelques-unes. Je disais que probablement ils pouvaient longer la côte pakistanaise et que les Américains n'iraient pas frapper un bateau dans les eaux territoriales du Pakistan. Néanmoins, ça fait quand même 2 choses. Vraisemblablement, ça fait diminuer, alors ça assèche pas les revenus, mais ils vont récupérer moins d'argent que quand les bateaux passaient au niveau des Iraniens.
Et puis, ça leur pose cette contrainte qu'eux ont imposée aux Émirats, à l'Irak, peut-être un peu moins à l'Arabie Saoudite, qui est peut-être qu'ils vont devoir commencer à baisser leur production au fur et à mesure qu'ils vont remplir la quantité de stockage disponible. Alors, quand on regarde combien de jours de stockage, alors si on écoute Donald Trump, il n'y en a plus que quelques jours, d'autres parlent d'une vingtaine de jours, d'autres un peu plus, mais c'est un petit peu l'ordre de grandeur, donc peut-être quelques semaines de stockage. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que on a quand même des échanges entre les deux parties, depuis qu'il y a ce blocage du blocage, et le fait que les Iraniens demandent la levée du blocage, c'est que quelque part, ça les ennuie. Alors, est-ce que les Iraniens demandent la levée du blocage? Oui, mais dans un certain contexte, parce que ce blocage est intervenu alors qu'ils avaient accepté de relâcher leur contrôle d'Ormuz, leur contrôle sélectif, on va dire. Leur contrôle sélectif. Contrôle sélectif, mais en laissant quand même le péage. Oui, bien sûr. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Ils ont été agressés. C'est quand même, il y a eu une campagne de frappe de plusieurs semaines contre eux, et donc ils ont fait ce qu'ils avaient d'ailleurs dit qu'ils feraient. Ils ont bloqué de fait Ormuz. En fait, on peut dire que ce sont les assureurs qui ne voulaient plus assurer les bateaux et qu'à partir de ce moment-là, de fait, le trafic s'est raréfié. Puis après, ils ont expliqué que forcément, ils laissaient passer les bateaux de leurs alliés ou amis et ils ne laissaient pas passer ceux des complices de l'agression contre eux, ce qui est aussi assez logique. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce problème au départ. Après, il a été question, puisque les Américains demandaient un cessez-le-feu, pas les Iraniens qui ont demandé le cessez-le-feu, c'est les Américains. Et à ce moment-là, les Iraniens ont dit très bien, nous avons un plan 10 points, et si on part de celle... Les Américains ont accepté, soi-disant, on dit qu'ils acceptaient. Ils n'ont rien accepté du tout. Oui, c'est ça, ils n'ont pas du tout accepté. Ils ont fait semblant d'accepter, et à ce moment-là, Trump a dit, toujours dans la manière à la Trump, c'est-à-dire, il dit on va négocier, mais en même temps, il fait un truc qui va totalement à l'envers des engagements nécessaires minimaux pour une négociation. Donc la négociation s'est interrompue. Les Iraniens ont dit très bien, vous faites ça, nous alors on continue à bloquer Ormuz. Et puis on s'est enquisté là-dedans. Ce que vous dites est très intéressant parce que on peut aussi se dire qu'il y a une partie extrêmement cynique du calcul américain, même dans le lancement de la campagne de frappe, même si on sait que c'est bien sûr à la demande d'Israël, etc. Si on sait tout ça, le Mossad, le Barnéa, le Netanyahou qui était là 2 jours avant, etc., etc. Et Trump qui a pris sa décision. C'est évidemment, du point de vue des producteurs américains, c'était une très bonne idée, d'une certaine façon, de forcer les Iraniens à faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. C'était pas une découverte. On savait qu'ils allaient bloquer Ormuz. On a l'impression qu'on a découvert l'eau chaude là, mais ça faisait des mois qu'ils le disaient. Si vous nous réattaquez, au moins depuis la guerre des 12 jours. Pour le producteur, mais c'est pas... pour les producteurs américains, c'est pas mal. Pour les élections midterm, on va plutôt regarder ce qui se passe du côté des... même si c'est plutôt des grands électeurs, mais là, on surveille de très près les prix du carburant. Alors aux États-Unis, vous savez, ils ont moins de taxes que nous. Tout à fait. Il y a un des avantages d'avoir moins de taxes, c'est qu'on sent beaucoup plus les hausses et les baisses. Surtout les hausses d'ailleurs. Non, je pense que Trump, de toute façon, il était... mon interprétation, c'est qu'il fallait qu'il trouve une porte de sortie. Pour l'instant, on est concrètement sur un cessez-le-feu depuis le début du mois d'avril. On a des échanges pas réellement... indirects et pas réellement fructueux, mais pour l'instant, déjà, on a arrêté cette catastrophe. De toute façon, il pouvait, à mon avis, aller nulle part avec les armes. Donc déjà, il en est sorti. Alors maintenant, on connaît les points de vue des deux parties, donc pour les réconcilier, il va falloir que chacun fasse un petit bout de chemin, sinon on ne va pas y arriver. Oui, mais il en est sorti, mais en même temps en expliquant maintenant qu'il va aller escorter dans la passe d'Ormuz des navires, c'est une provocation pure et simple. C'est-à-dire si les Iraniens je pense que c'est ce qu'ils répondent, pour pouvoir rentrer en guerre à nouveau. Relancer. Légitime défense. Voilà. Alors après, je ne sais pas comment ça marche avec le Congrès américain, puisqu'il y a les 60 jours qui sont passés. Oui, mais justement, il a expliqué qu'il n'y avait plus de guerre. Oui, c'est ça. C'était fini, la guerre est finie. Il peut recommencer. Oui. Donc dans 30 jours, il devra faire une forme d'information. Et d'ailleurs, il y a un bateau aujourd'hui qui s'est pris
Le bateau iranien qui s'est pris 2 missiles, a priori. Bateau américain. Ah bon? Ah bon? Mais qui a fait, ou peut-être un escorté, mais qui a fait demi-tour et qui est reparti. Donc, a priori... mais les Iraniens ont été clairs. Bien sûr. Mais depuis le début du conflit, ils le sont. Je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas, j'allais dire, exécuter les menaces qu'ils profèrent. Parce que sinon, alors là, la main passe de l'autre côté. Donc voilà, de toute façon, on ne peut pas savoir à l'endroit où nous sommes ce qui se passe véritablement. En revanche, ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est les conséquences que ça va avoir sur nous. Sur les Européens, dont les Européens. Depuis tout à l'heure. Pardon? Dont on n'a pas encore parlé. Non, justement. Ils ne sont pas vraiment partie prenante dans ce conflit, spectateurs. Oui, victimes collatérales. Voilà, un peu comme l'Ukraine au départ d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avant qu'ils veulent jouer un rôle, ou rôle principal, je ne sais pas. Quel rôle? Donc, qu'est-ce qui nous attend, en fait, selon vous? Et qu'est-ce qu'on devrait faire en matière de politique étrangère? Parce qu'à la fin, c'est quand même ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent au point où nous en sommes? On va regarder ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'était à partir de 2021. On va refaire un peu l'histoire. 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un gazoduc, Nord Stream 2, qui est terminé à partir de septembre. Et donc, Vladimir Poutine aimerait bien le mettre en fonctionnement. Et donc, à partir d'avril 2021, parce que c'est à ce moment-là que commence la hausse du prix du gaz, il commence à limiter un petit peu l'approvisionnement en gaz de l'Europe, qui peut moins se stocker, parce que le gaz, si vous voulez, on le stocke grosso modo de avril à septembre pour pouvoir l'utiliser pendant l'hiver pour le chauffage. Donc, il peut moins de stocker. Donc, à partir d'avril 2021, on voit les prix du gaz qui augmentent. Là, par exemple, le prix du gaz qu'on a aujourd'hui, 45 € du mégawattheure, c'est le prix qui correspond à ce qu'on avait en juillet 2021. D'accord. Il n'y avait pas d'invasion de l'Ukraine, il n'y avait pas tous ces trucs-là. On n'en parlait d'ailleurs pas beaucoup. Non. Et le problème, c'est que ça avait d'ailleurs à l'époque fait augmenter aussi les prix de l'électricité. Donc, et même on avait dès septembre 2021 une intervention de Bruno Le Maire qui nous disait mais oui, c'est du grand n'importe quoi, ces prix de l'électricité corrélés au prix du gaz, il faut tout changer, il faut... Bref. Bon. Et puis après, il est passé sur un autre projet, mettre à genoux l'économie russe. Oui, bien sûr. Pas faire deux choses en même temps. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, à ce moment-là, on a eu la flambée plutôt, pas du pétrole d'ailleurs, donc plutôt gaz et électricité. Et là, ça s'est retranscrit, donc on a fait de l'inflation sur l'énergie, mais ça a impacté toute l'économie. Parce que qu'est-ce que ça fait quand vous augmentez le prix de l'électricité et le prix du gaz? Alors, le prix du gaz, ça fait augmenter le prix de l'engrais. Le prix de l'engrais, ça fait augmenter le prix de la nourriture. Le prix de l'électricité, ça fait augmenter le prix de toute l'industrie. Donc, bref, ça s'est reversé dans toute l'économie, donc ça a créé de l'inflation. Quand vous avez de l'inflation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les entreprises, elles vont avoir une baisse du chiffre d'affaires parce que les gens pourront moins acheter, parce que les prix ont augmenté. Et surtout, ça va faire que les banques centrales augmentent leurs taux. Parce que notamment la Banque centrale en Europe, son grand ennemi, c'est l'inflation quand elle dépasse 2%. Et toutes les banques centrales ont dû augmenter les taux. Donc avant 2022, on était avec des taux très très bas, entre 0, 1%. Et là, on est monté à presque plus de 3%. Quand on augmente les taux, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, elles ont déjà eu leur chiffre d'affaires qui diminuait, leur coût énergétique qui augmentait, et derrière, c'est le financement. Oui, où elles vont donc pas d'investissement. Et donc, qu'est-ce que ça fait ce cocktail? Ça fait qu'aujourd'hui, on est à un niveau de défaillance des entreprises, des PME, au plus haut depuis 1990. Ça, c'est la situation avant le mois de mars. Et avant le mois de mars, on commençait justement on atteignait enfin un maximum. Donc, on a dit, enfin, les gens vont pouvoir respirer. Mais non, on ne va pas du tout les laisser respirer. Là, les premiers chiffres de l'inflation, on a déjà dépassé. Je crois qu'on était à 2,2% en avril, donc on a déjà dépassé les 2%. Alors, j'aime bien quand même les bonnes nouvelles, Caroline. Oui, j'en ai une. Ah. J'en ai une. Alors, qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Puis c'est la vraie inflation, ça, ou c'est les chiffres officiels? Parce que... Non, alors oui, c'est les chiffres officiels, mais bon, alors après, effectivement, ça peut être retraité, mais en tout cas, on peut anticiper. Pour l'instant, on part sur la même courbe. La bonne nouvelle, qui est liée à une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on croule sur l'électricité. Parce qu'en fait, on achète avec de l'argent qu'on n'a pas des panneaux solaires, des éoliennes dont on n'a pas besoin. Bon. Super. Donc, les prix de l'électricité sont bas parce qu'on en a trop. Ouais. Donc, toute la composante de la crise de 2022 liée à l'électricité, qui était liée notamment aussi au fait qu'on avait des problèmes sur nos réacteurs nucléaires, qu'il n'y avait pas beaucoup plu, etc.,
celle-là, on ne va pas l'avoir. Donc là, c'est plutôt, le problème qu'on a, c'est plutôt prix du gaz, mais c'est encore léger, je veux dire 45 € du mégawattheure, il ne faut pas oublier qu'on est monté à je crois 350 € au mois d'août 2022, donc on a encore un peu de marge. Là, on touche vraiment le pétrole, le diesel, le kérosène, les engrais, et puis aussi un certain nombre de choses qui passent par le détroit d'Ormuz, comme l'aluminium, comme l'hélium, et donc ça va quand même rentrer dans le prix de fabrication des objets, des voitures, donc on va avoir de l'inflation qui va réarriver par ces différents objets. Mais on ne fait pas, entre guillemets, on fait pas du 1000%, quoi. Parce qu'en fait, le gaz, quand vous faites 30 € à 300, ben, ça fait pas 1000%, ça fait 900%. Mais là, on n'essaie pas sur ces ordres de grandeur-là. Donc, mais on risque d'avoir quand même des contraintes physiques quand vous regardez un certain nombre de... Alors, pour savoir ce qui peut nous arriver, en fait, il faut regarder vers l'Asie du Sud-Est. Oui, tout à fait, qui souffrent. Voilà, exactement. Et qui souffrent déjà. Donc, qui mettent déjà des mesures en place. Il y a déjà 1 mois et demi que j'ai vu ça, moi, plus d'un mois. Bien sûr, des mesures en place. Thaïlande, toujours le Bangladesh, bien sûr. Pour faire des économies, je crois qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours dans certains pays. Oui, il y a des horaires limités. Parce qu'eux ont limités. moins les moyens que nous, et puis eux, on n'ont pas comme nous, si vous voulez, nous, les pays européens, ou les pays occidentaux, on a nos réserves stratégiques. Donc on a, grosso modo, 3 mois de réserve. Mais ils n'ont pas trop de réserves. Et on en est où de nos réserves stratégiques françaises? Alors c'est une bonne question, mais il me semble qu'on n'a pas vraiment pas beaucoup utilisé nos stocks. Je crois qu'on avait parlé de... je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'on n'y a pas trop touché. Il faut regarder ce qui se passe aussi sur les stocks américains, parce que pour le coup, les Américains, ils exportent beaucoup de pétrole, parce qu'ils disent à tout le monde, venez nous voir, vous pouvez plus avoir votre pétrole, venez chez moi, je vous en vends. Bah, sauf que là, il en vend, mais il vend ses réserves stratégiques, ses réserves stratégiques. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très malin. Et on l'oublie, parce que personne n'en a parlé, mais en fait, après le conflit en Ukraine, les réserves stratégiques américaines, elles sont passées de 700 millions de barils par jour, 700 millions de barils, à 400. Ah bon? Donc on les a déjà baissés de 40%. Voilà, donc toi, c'est passé inaperçu, tu me le confirmes. Non, je ne savais pas. Donc à un moment donné, les réserves stratégiques, voilà, 700, 400. Voilà, si un jour on approche de 200, ça va commencer à être un peu plus... Un peu scarce. Les réserves stratégiques, ce n'est pas les seules réserves. Il y a des réserves commerciales, etc. Mais sûr. c'est quand même un thermomètre qu'on peut regarder pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et souvent, ces réserves, quand on les utilise, le but, c'est que quand ça va mieux, on les remplisse à nouveau. De les reconstituer, voilà. Et donc là, ça ne s'est pas du tout passé pour l'instant. Donc on est dans ce jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Le premier de nous deux qui en aura marre de souffrir, voilà. Hein. Combien de temps ça va durer? Oui, parce que la barbe des mollahs est longue, sans faire de mauvais jeu de mots. Non. Bon, donc... Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas de quelle manière les Américains arriveraient à avoir un compromis meilleur que les accords de Vienne. Ça va être quand même difficile. Mais ils n'auront plus les accords de Vienne. Parce que les Iraniens veulent des choses, ils n'ont pas l'intention de repartir dans d'interminables pourparlers ou à la fin... ça fait 3 fois qu'ils se sont trompés, donc... Oui, 3 négociations, celle-là et puis les 2. Donc là, je pense que quand même, la levée des sanctions, qui est leur objectif, et c'est pour ça qu'ils avaient accepté ce mauvais accord, en fait, du point de vue iranien, ce n'était pas extraordinaire pour eux. Donc, même si Israël et les Américains trouvaient que ça n'allait pas non plus, que les missiles balistiques ne faisaient pas partie de l'accord, que les questions d'enrichissement n'étaient pas assez bien traitées, etc., du point de vue iranien, eux, ils considéraient qu'ils étaient vraiment allés au maximum de ce qu'ils pouvaient donner contre la levée des sanctions qui n'ont jamais été levées. Bon, donc je pense que... Ils n'ont pas commencé à les lever un peu comme en 2015, 2016 ? Oui, mais rien. Oui, mais un tout petit peu. Et puis après, Trump est arrivé, si j'ose dire, a commencé à... Bon, Netanyahou a poursuivi ses pressions. Et en 2018, les Américains se sont retirés. Les Européens ont fait semblant de dire mais on va trouver un mécanisme pour que ça continue, etc., que l'accord soit toujours en cours, etc. Les Iraniens, si ma mémoire est bonne, ont continué à respecter les termes de l'accord, alors que les autres étaient partis.
pendant une bonne année, si ma mémoire est bonne. Et puis après, ils ont considéré qu'ils pouvaient reprendre l'enrichissement, les centrifugeuses et le reste, parce que, bon, voilà, c'était plus du tout un accord... Il faut quand même savoir que même sous sanctions, l'Iran était à presque un maximum de production de pétrole avant la guerre. 4 millions de barils, parce qu'en fait, il y en a quand même 1,5 million qui partent vers la Chine, et que ça, on laissait faire, quoi, donc on était au courant. Donc ils ont, malgré les sanctions, ils étaient quand même, en tout cas du point de vue du pétrole, alors, ils le vendaient à un prix un peu moins cher, etc., bien évidemment. Très bas, ouais. Mais c'était quand même... Non, mais la Chine profitait des sanctions, ça c'est sûr, de fait. La Chine, oui, quand elle voit ces conflits, la guerre en Ukraine, ça ne la dérange pas trop non plus. En même temps, elle soutient l'économie iranienne, ne serait-ce qu'en argent, sonnant et trébuchant. Elle fait en sorte que l'Iran ne tombe pas, c'est-à-dire tout le plan occidental qui est de les faire mourir de faim, en fait. Tous, hein, parce que moi, je ne crois pas du tout à la libération du peuple iranien. Alors, pas du tout, à supposer qu'ils soient enfermés déjà, mais bon, voilà. Ça me semble être vraiment de l'ordre du narratif pour enfants. C'est pas le sujet, c'est pas pour ça qu'on fait la guerre, clairement. Et tu l'as expliqué, vous l'avez, enfin, je sais plus si on se vous voit, mais bon, au début de notre entretien, c'est pas du tout pour ça. Il s'agit effectivement de couper de tailler des croupières en fait au moteur de la croissance chinoise. Voilà, que ce soit le Venezuela, que ce soit l'Iran, que ce soit. Et puis accessoirement de s'assurer que le pétrole se vend toujours en dollars. Absolument. Et aussi, à mon avis, derrière, il y a encore un objectif beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort. Si on regarde tous les pipes qui sont construits avec soit de l'argent, soit des collaborations, soit des accords, etc., américains notamment, ou de leurs alliés, l'idée, c'est de contrôler tous les grands détroits, finalement. C'est de contrôler, que ce soit Malacca, et Hormuz, de ce point de vue-là, faisait exception. Il était contrôlé, mais de manière gratuite. Mais c'est une voie internationale, mais c'est pas une voie. C'est aussi les eaux territoriales. Voilà, ce sont les eaux territoriales iraniennes et omanaises. Donc on ne peut pas dire que ce soit non plus une passe internationale ouverte dans l'absolu, légitimement à tout. Ce sont quand même des eaux qui appartiennent à 2 pays. Voilà. Donc ça aussi, ça crée un léger petit problème de légalité, n'est-ce pas, pour une action américaine. Voilà. Donc, alors, si on va un peu plus loin, donc là, vous avez brossé un tableau pas très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Et en termes de politique étrangère, que peut faire un pays comme la France, qui certes n'est pas du tout dans une situation brillante économiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui a quand même une voix un peu particulière. Qui avait, oui. Enfin, qui peut encore jouer de certains atouts que n'ont pas d'autres partenaires européens, si on essaie d'être un peu positif. Voilà. On a une dépendance différente, on a le nucléaire, même si on l'a mis en berne au lieu de le remonter, on a là aussi redécouvert l'eau chaude et on a trouvé que il fallait peut-être relancer quand même la production de petits réacteurs. Que pourrait faire la France d'intelligent dans ce contexte global où quand même les Américains sèment la zizanie? On ne sait pas très bien pourquoi, finalement. Il peut y avoir une partie de calcul cynique, il peut y avoir une partie de soutien à Israël envers et contre tout pour des objectifs inquiétants. La France, il y a... Alors maintenant, plus le temps passe, plus ça fait longtemps, mais il me semble qu'il y a 23 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 23 ans, elle s'était opposée. En 2003 En 2003, à New York, à cette guerre en Irak. Inutile, à l'époque, on avait une parole sensée, la vieille Europe, qui a été détruite par la guerre, etc., avec ce discours de Dominique de Villepin. Ça, je pense que c'est le ton que pourrait, et que d'ailleurs aurait dû adopter la France fin 2021, début 2022,
moi, j'en veux, pas personnellement, mais je pense que le président sortant, le fait qu'il y ait un conflit, allait plutôt lui faciliter les choses pour être réélu. Pas besoin de faire de campagne, pas besoin de faire de meeting. Il y a quand même des choses que les présidents, des choses qui souvent portent les présidents, malheureusement, c'est les guerres, c'est les attentats, c'est ce genre de choses. C'est là où les gens se serrent, où les gens se soudent derrière le président. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, c'était un interlocuteur de Vladimir Poutine. On avait finalement, on a pu un peu raccrocher les morceaux. On se souvient de la saison de babysitting qu'il avait fait sur cette table très longue. Ah oui. Le Covid. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y était, je crois que c'était le 9 ou le 10 février 2022. Donc, si Emmanuel Macron avait eu comme projet de défendre les intérêts de la France et des Français, je pense qu'il aurait pu faire le nécessaire pour éviter ce conflit, parce qu'en fait... Pour prendre de la hauteur, mais il fallait oser se dissocier du cœur des vierges, si oui, j'ose mais dire. bon, nous faisons partie de l'OTAN, donc nous avons un droit de veto. Donc si nous disons l'Ukraine ne rejoignera pas l'OTAN, c'est terminé. Il faut beaucoup d'audace pour ça. Il et faut beaucoup de lucidité. Mais il me semble que c'était le projet de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en 2008, même s'ils s'étaient opposés doucement lors du sommet de l'OTAN de Bucarest. C'est ça qui a un peu commencé à agacer sérieusement Vladimir Poutine. C'est quand on a annoncé qu'à terme, l'Ukraine et la Géorgie avaient vocation d'intégrer l'OTAN. Donc pour moi, on avait ces accords de Minsk, il fallait faire le nécessaire pour les faire respecter par toutes les parties. Bien évidemment, on était les garants, donc c'était notre travail. Nous n'avons rien fait de tel. Alors, est-ce qu'on a fait ça que pour gagner du temps? Je ne sais pas. C'est ce qu'a affirmé Angela Merkel et donc derrière, par ricochet, François Hollande. Mais moi, je ne suis pas certain que François Hollande n'était pas sincère dans ses accords de Minsk. Et s'il l'avait été, ça aurait probablement été l'une des bonnes choses qu'il a fait pendant son mandat. Soit il était sincère, et c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'il ne savait pas du tout ce qui se passait à l'OTAN pendant ce temps. Et ce qui se passait à l'OTAN, c'était le début de la construction d'une armée ukrainienne. La préparation, la formation. Donc, si on fait un espèce de maquillage cosmétique en comptant sur le fait que les Russes préféreraient s'entendre à la fin avec les Européens et sont prêts à faire un certain nombre de choses, et puis qu'après on les mène en bateau pendant quand même quelques années, jusqu'à ce qu'on ait réussi à construire à partir de presque rien une armée et des services secrets ukrainiens, pour les lancer après à l'assaut au prétexte d'une réponse, enfin ce qu'a fait Poutine, quoi. Il est tombé dans le piège d'une certaine manière, mais avait-il le choix, c'est une autre question. On l'a bien, voilà. on l'a bien moi, je crois que franchement, personne ne croyait à Minsk et personne n'a jamais rien fait pour le mettre en œuvre. Ce sont les Ukrainiens qui ne respectaient pas et les garants qui ne garantissaient rien. Même si Zelensky a été élu au départ sur une réconciliation. Oui. En 2019, avec l'Ukraine. Oui, mais Minsk, c'est l'époque de Poroshenko, c'est l'époque de son prédécesseur, qui est de sinistre mémoire aussi, lui. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que les Européens qui commencent à critiquer ouvertement Donald Trump, du Merz, c'est-à-dire qu'il s'est fait punir, parce qu'il a dit que Merz faisait n'importe quoi en Iran, il est très bien, 25% sur tes voitures. Et 5000 hommes de moins, et 5000 hommes de moins. Donc, mais peut-être que les Européens pourraient faire leur propre introspection, parce que ce qu'ils reprochent finalement à Donald Trump au Moyen-Orient, c'est un peu ce qu'eux sont en train de faire en Ukraine. Absolument. Donc, jouer les va-t-en guerre. Donc à eux, je pense, il y a quelques voix dissonantes, mais malheureusement de pays pas assez importants, parce qu'on parle de la Belgique. Bon, ils sont sympas les Belges, moi j'aime bien, j'ai des origines belges aussi, mais malheureusement c'est pas le poids de l'Allemagne, c'est pas le poids du Royaume-Uni, c'est pas le poids de l'Italie. Et aujourd'hui, les Européens, ils comptent les paquets de sanctions les uns après les autres. On en a combien? Ils ne servent à rien. On est à 20, 21, on ne sait plus. 20, je crois. L'impact pour qui?
Pour nous, a priori, ça, il avéré. Il est net, oui. Ça, on l'a bien compris, mais ce n'était pas l'objectif au départ, a priori. Et donc, on continue, mais pour faire quoi ? On ne sait même plus. Non. Et donc là, comme on ne sait plus, mais qu'on est dans cette décision de gel, parce que quand on fait 20 paquets de sanctions, ça s'appelle une décision de gel, on se dit, en fait, on le fait parce qu'on va faire la guerre avec eux. Ils vont nous attaquer d'ici entre 6 mois et 10 ans, je ne sais pas. Donc là, on est dans un narratif de guerre. Donc les Allemands se réarment. Alors ça tombe bien parce que quand on est une industrie qui est un peu plus faible, on produit quelque chose. Si ce n'est pas des voitures, parce qu'on en vendra moins à Donald Trump, on va produire des armes. C'est toujours ça de prix. Et donc on rentre dans un narratif guerrier qui n'est là que pour justifier une guerre dont on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Absolument. Mais ça, c'est l'idéologie. C'est le fait d'être tombé à pieds joints et les yeux fermés dans le piège de la précédente administration américaine. Et d'ailleurs, dans celle-ci, il y a aussi des gens tout à fait pour la guerre contre la Russie, mais menée bien sûr par les Européens. Mais après, de moins en moins, il y a un peu un changement de génération aussi. Et le pivot qu'on voit des Américains de la Russie vers la Chine, c'est aussi un pivot de génération des administrations, quoi. Donc c'est les vieux néocons qui sont un peu en train de sortir, qui disent en fait les Russes, en fait ils ne nous emmerdent pas tant que ça. Oui, mais les néocons, ils sont en Europe. Oui, maintenant. Il y en a beaucoup, ils ont fait des petits depuis le temps. Il y en a beaucoup. Et c'est ce que dit bien, je ne sais pas si c'est Jeffrey Sachs ou si c'est John Mearsheimer qui dit que finalement le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on a la pire génération de dirigeants qu'on ait jamais connue. Et donc, on est avec concrètement une bande de bras cassés. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'ils partent le plus vite possible. Ils sont jeunes. Et qu'on essaie de les remplacer par des. Ils ont des ambitions, ils n'ont pas l'intention de partir. Emmanuel Macron a annoncé qu'à 2027, c'était terminé. A priori pour la politique. Bon, donc déjà, ça, c'est. De toute façon, il ne pouvait pas être réélu. Mais il a aussi fait des petits aussi. Donc, Et oui, c'est ça, il a fait des bébés. Donc, non, je pense qu'il faut... ça va prendre un petit peu de temps, mais les Européens pourraient s'inspirer aussi de ce que font les Américains. Moi, je trouve que c'est important de discuter avec Vladimir Poutine. Ce qu'a fait Donald Trump pendant 1h30 la semaine dernière, c'est plutôt une bonne chose en diplomatie de discuter. Donc nous, on a décidé qu'il ne fallait plus lui parler. On allait même un petit peu plus loin, parce qu'on a publié dans un film les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce qui me semble être à peu près ce qu'on peut faire de pire en diplomatie. Donc après, pour reconstruire, et pour parler d'autre chose au téléphone que de la pluie du beau temps, il va falloir s'accrocher quand même. Oui, non, mais justement, moi je pense que la Russie a décidé vraiment de tourner le dos à l'Europe et a perdu ses dernières illusions. Alors ça reviendra peut-être. Mais effectivement, pas avec le trombinoscope qu'on a actuellement. Quoi. Et c'est notre gros problème. C'est parce que, et on en discutait avec Jacques Sapir récemment, c'est-à-dire que le temps ou le jour où nous, Européens, on sera prêts et on va se dire, les Russes, ils seront loin. Voilà. Ils seront très loin. On va aller les chercher, on va dire, bon allez, on veut bien construire quelque chose. Il n'y aura plus personne en fait. Non. Ils seront déjà avec tous les pays d'Asie et ils ont commencé à nous le dire sur le gaz. Les Européens ont annoncé arrêter les importations de gaz naturel liquéfié russe, je crois pour fin 2027. Et M. Poutine a dit, écoutez, mais moi je peux vous aider. Je peux le faire tout de suite. On va le faire tout de suite, si vous n'en voulez pas. Pourquoi attendre Parce que moi j'ai des gens qui sont prêts à payer et qui payent plus cher que vous. Donc si vous voulez, on va en rester là. Et puis le jour où vous voulez faire quelque chose sur le long terme, vous me passez un coup de fil, vous avez mon 06. Et pour l'instant, j'ai des clients que je vais traiter, donc m'en voulez pas, j'y vais. Et là, on risque d'être un petit peu tout seul. Alors, on a passé, on avait tous nos yeux dans le panier de Vladimir Poutine, 40% du gaz. On s'est dit, on va faire un truc intelligent, on va le mettre dans le panier de Donald Trump. Bon, est-ce que c'est intelligent? Je ne suis pas sûr. Et puis les Américains, la production de pétrole et de gaz, elle n'ira pas jusqu'au ciel non plus. Il y a un moment donné où ça va un petit peu s'arrêter. Donc en Europe, alors nous en France, qu'est-ce qu'on fait de beau? On interdit par exemple, ça c'est Nicolas Hulot, non seulement l'exploration, l'exploitation des pétroles et du gaz, mais aussi ce qu'on appelle l'exploration, donc c'est aller regarder si on en a. Ça c'est interdit. Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, ouais. Oui, on pense souvent aussi peut-être en Guyane, parce que, alors, à côté de la Guyane française, il y a un pays qui s'appelle le Guyana.
qui est un petit peu, on appelle un peu le Qatar ou l'Arabie Saoudite d'ailleurs de l'Amérique du Sud, quoi, où il y a beaucoup de pétrole. Alors, il me semble que Total avait fait des puits en Guyane, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais bon, maintenant ils n'ont plus le droit. Donc on pourrait quand même... ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable en France. C'est-à-dire qu'on a été plusieurs mois d'affilée quand même les principaux, le plus grand importateur mondial de gaz de schiste. Donc ce qu'on fait sur le gaz de schiste, ce qu'on fait sur notre agriculture, c'est pareil. On interdit les choses chez nous. Par contre, acheter des produits avec les produits interdits, ça ne pose pas de problème. Donc l'Europe, elle a un atout quand même. On passe à un positif. Alors c'est pas ses dirigeants, je ne pas faire d'illusions, mais non, elle a 500 millions de personnes. Assez riche au niveau de vie. Encore. C'est un grand marché. Donc c'est un grand marché. Et donc, quand on a un grand marché, on peut mettre des règles à respecter. Et l'Europe, pour réexister, pour se battre face aux États-Unis, face à la Chine, c'est ce projet dont tout le monde parle, mais beaucoup de paroles et peu d'actes. On va avoir besoin de remettre des usines. On appelle ça la réindustrialisation. Alors, nous, on en est à 9% ou 10% près ? Voilà, on se bat avec la Grèce. On se bat en ce moment avec la Grèce. Ce qui est quand même un comble, parce que la Grèce, tout le monde sait depuis extrêmement longtemps. Ils ont quand même les olives. Non, oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est ahurissant qu'un pays comme le nôtre, qui est non, c'est plutôt on va dire, une bonne chose ça montre qu'on est un grand pays touristique. Parce qu'il y a pas mal de touristes en Grèce. Oui, alors ça me rappelle un diplomate allemand dans les années 90 avec qui je traversais l'esplanade des Invalides, qui me disait « C'est très très beau. Vous êtes vraiment sur le point de devenir l'un des plus beaux musées du monde. » Non, mais donc l'Europe, vaste projet, se réindustrialiser. Ce qui était une vacherie, mais une vérité. Oui, il aurait pu parler du tiers-monde. On peut choisir... musée, c'est peut-être mieux, non ? Oui, enfin, il parlait de la France. Oui. Donc, l'Europe, son projet, ça doit être ça. Ça doit être, pour pouvoir exister face aux États-Unis, face à la Chine, en fait, on va arrêter de vouloir tout leur acheter. Il va falloir qu'on existe un petit peu nous-mêmes. Alors, on reproduit. Et qu'on ait encore des... Donc, il faut reproduire, pas tout. Il faut reproduire certains secteurs. C'est ce qu'on fait. Moi, quand j'étais conseiller à France Stratégie, je disais, vous adorez les Américains, faites comme eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Trump et puis Biden ? Ils ont dit, moi, ces secteurs-là, je veux que ce soit produit aux États-Unis. La transition énergétique, je veux bien, mais pas made in China, pas made in charbon, made in USA. Donc, ça prendra peut-être un peu plus de temps. C'est pas grave. Je veux des métaux extraits aux États-Unis. Je veux des batteries fabriquées aux États-Unis. Les panneaux solaires, il n'y en a plus un Chinois qui rentre. Alors que nous, on est là, en Europe, on dit, tiens, pour respecter les chiffres et les objectifs stupides de la Commission européenne, il faut qu'on rajoute un maximum de panneaux solaires made in charbon, et puis comme ça on sera content, on évitera les amendes, etc. Donc on est dans une approche très court-termiste. Lunaire. Donc on a besoin de plusieurs choses. Donc on a besoin, premièrement, on va en parler rapidement, c'est pas mon cœur de compétence, mais on a un problème de monnaie. Notre monnaie est trop forte, et depuis très longtemps, parce que ça fait 40 ans, si je ne dis pas de bêtises, le franc fort c'est 86. Donc ça fait 40 ans qu'avec un franc trop fort, en fait, on pénalise nos exportateurs. Un franc puis un euro, mais l'euro était... Un franc et un euro, bien sûr. C'était le marque, l'euro, un peu. Suite, bien sûr. Mais donc ça, en fait, cette politique de franc fort, déjà pour l'industrie, c'est catastrophique. Donc il y a un rapport d'ailleurs de France Stratégie qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui dit il faut qu'on dévalue 30% par rapport au yuan. Sinon... l'euro. Voilà, l'euro, bien sûr. Première chose. Deuxième chose, il va falloir se protéger un peu. Parce qu'en fait, l'Europe, chantre du libre-échange mondial, qui fait des accords de libre-échange avec tout le monde pour abaisser un maximum les barrières, au point où, là, en ce moment, on est en train de dire on va mettre en place des règles de préférence européenne pour les marchés publics. Donc, préférence européenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour tous les pays européens et tous ceux avec qui on a des accords de libre-échange. Donc, le Maroc, le Canada, le machin, le truc... complètement lunaire. Donc, grosso modo, ça va comprendre tout le monde, y compris les États-Unis d'ailleurs. En gros, c'est tout le monde sauf la Chine. Mais non. Bref. Moi je croyais que c'était européenne, juste... c'est tout le monde sauf la Chine. Grosso modo, j'en rajoute un peu, mais là, je sais qu'on est en train de discuter avec l'Inde, aussi avec l'Indonésie, si je ne dis pas de bêtises. Mais attends, mais pourquoi c'est tout le monde sauf la Chine ? Parce qu'on inclut
le périmètre de ceux avec lesquels on a fait des accords. De libre-échange, voilà. Eux sont inclus. Comme s'ils étaient européens. Exactement. Mais c'est de la folie douce. Oui, c'est de la folie, c'est ça. C'est là, vous regardez si ça vous intéresse, regardez un peu préférence européenne. Ça me déprime. Bon, désolé. Donc, mais donc il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place. Ce qu'a fait Joe Biden, par exemple, a mis 100% de taxes à l'importation sur les voitures électriques. Alors, même nous, en Europe, on est capable de le faire, puisqu'on l'a fait, là, récemment. On a entre une voiture électrique fabriquée en Chine, elle est entre 25 et 45% de taxes à l'importation, en fonction du constructeur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et c'est plutôt... Alors moi, je cherche aussi des lueurs. Et ça, c'est plutôt, pour moi, dans le sens de l'histoire. Donc, pour l'instant, on a réussi à le maintenir. Comment on a réussi à le faire? Parce qu'on a fait une coalition en Europe contre l'Allemagne, grosso modo. Donc, il fallait avoir assez de pays et que l'Allemagne soit assez seule pour y arriver. Et là, l'Allemagne, de toute façon, avec le plan chinois 2025, où ils veulent être leaders sur les plus grandes industries, si vous voulez, l'Allemagne souffre beaucoup chez eux, en Chine, partout dans le monde. Et donc, même aux États-Unis. Il y a un jour, ils vont se rapprocher de nos positions. Et on va pouvoir réfléchir. Alors, moi, je réfléchis depuis, avec un autre de mes collègues. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de... Comme on s'est dit qu'il y avait des gens qui étaient très inquiets par le climat, le changement climatique, et qu'on sait tous que le problème du changement climatique, c'est beaucoup le charbon, et le fait qu'on vive dans un monde fabriqué au charbon, notamment en Chine. On s'est dit, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est que, au lieu de faire comme Donald Trump avec un calcul un peu... alors, j'ai plus son calcul des taxes à l'importation, mais il me semble que c'était, si je ne dis pas de bêtises, importation moins exportation divisé par 2 ou un truc comme ça. Ouais. Moi, je fais un truc beaucoup plus simple. On prend la part du charbon dans l'électricité et on l'applique comme taxe à l'importation. Voilà. Donc, par exemple, la Chine, ça fait combien? Ils produisent leur électricité à 60% de charbon, 60% de taxes sur les produits chinois. C'est simple. France Stratégie, ils ont proposé 30, il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est sur la route. Alors, je pense qu'ils ne sont pas montés plus haut parce qu'après, c'était politiquement incorrect. Non, mais quand ils ont dit que... Ce serait une déclaration de guerre. Oui, mais de toute façon, si vous voulez, quand on regarde finalement les 4 grandes sphères géopolitiques, donc on a les États-Unis, la Russie, l'Europe et la Chine. Bon, la Russie, les États-Unis, on va commencer par eux. On ne peut pas dire que sur les derniers mois, années, décennies, est-ce que c'est vraiment nos alliés? Est-ce que c'est vraiment nos amis? Non. Nous sommes des proxys et on a intérêt à être gentils et obéissants. On est gentils, on est obéissants, si on n'est pas obéissant, c'est pas vraiment une relation dans les deux sens. Non. La Russie, c'était un allié historique, c'est quand même grâce à eux, et je pense qu'ils ont quand même, on parle beaucoup d'Américains, mais je pense que, sans le franc russe, en 1943, on n'en serait pas là. Eux l'ont pas oublié, nous un peu trop. Nous, on est complètement oubliés. Donc là, la Russie devrait être notre allié historique. Le problème, c'est qu'effectivement, là, le temps qu'on se rabiboche, il est probable qu'ils ne nous attendent pas. Non, ils ne nous attendent pas du tout. États-Unis, compliqué. Les Russes, il reste qui? Il reste les Chinois. Donc qu'est-ce qu'on fait face aux Chinois? Moi, je pense que c'est dans notre intérêt d'essayer de construire une relation équilibrée avec les Chinois. Tout à fait. Sur lesquels, d'ailleurs, on a un certain nombre de points où on est peut-être... La civilisation européenne est peut-être plus proche de la civilisation américaine sur certains côtés, mais je pense qu'on a aussi pas mal de points de commun aussi avec les Chinois. Il me semble que c'est la France qui est la première à avoir reconnu la Chine, avec le général de Gaulle. Mais les Chinois... Qui avait donné cette bonne idée d'ailleurs à Nixon derrière. Les Chinois, c'est des relations de confiance, de long terme. Alors quand on a des girouettes au pouvoir, c'est pas évident. C'est le problème. C'est avoir une vraie politique en fait. Étrangère, mais qui soit nationale avant d'être européenne d'ailleurs. Et le vrai challenge finalement de nous, Européens, je pense, c'est d'être capable de mettre en place un partenariat avec les Chinois sans que les Américains nous en empêchent. Parce que c'est concrètement ce qu'ils ont toujours fait depuis toujours. Oui, mais... Je prends l'exemple d'Alstom. Quand Alstom voulait par exemple racheter, je ne sais plus si c'était un rachat ou une fusion avec Shanghai Electric, c'est là où on a eu l'affaire avec Frédéric Pierucci. Quand Areva voulait signer EDF un grand partenariat avec la Chine, avec une prise de capital par les Chinois dans Areva, les Américains ont dit si vous faites ça très bien,
tout le business aux États-Unis, vous oubliez. Et donc aujourd'hui, les Chinois ont besoin de nous. Ils ont besoin des consommateurs européens, parce que je rappelle que les produits chinois, alors pas tous, mais ils ont quand même beaucoup plus de mal à aller aux États-Unis, que ce soit les voitures, les panneaux solaires, les éoliennes, etc., mais pas que ça. Et puis il y a encore les taxes à l'importation. Et donc, voir comment est-ce que nous, en Europe, on est capable de faire une relation avec les Chinois. Alors, oui, mais est-ce que ça ne renvoie pas à un problème structurel de la construction européenne, en tout cas de ce qu'elle est devenue? C'est-à-dire, est-ce qu'avec une Europe qui prétend, enfin une Europe européiste, c'est-à-dire qui fait comme si elle était unie dans ses mouvements, y compris vis-à-vis d'autres blocs commerciaux, et donc vis-à-vis de la Chine, en l'espèce, en fait, ça n'est pas une manière de s'affaiblir. Est-ce que ça ne commence pas par un véritable renforcement d'une politique bilatérale forte? Bien Parce sûr. que moi, je pense à la France, l'Europe, c'est sûr. bien, mais vu comme c'est parti, moi, j'ai pas tellement l'impression qu'on soit sur la voie de ce qu'on appelait dans nos rêves les plus fous l'Europe puissance il y a encore 20 ans ou même 10 ans. Donc, pour moi, on est... Plus l'Europe suit la marche qu'elle semble suivre là, d'intégration, de mélange, de confusion, plus en fait elle s'affaiblit vis-à-vis de l'extérieur, et en fait à l'intérieur, ceux qui conservent une politique assez souveraine, je pense aux Allemands, je pense aux Polonais, je pense à certains autres, même aux Italiens d'ailleurs, l'emportent sur les Français qui, comme d'habitude, sont toujours plus royalistes que le roi. Ils font passer Bruxelles avant Paris. Et font passer Bruxelles avant Paris. Et donc, à la fin, même pour reconstruire une relation équilibrée, intelligente et fructueuse avec la Chine, à mon avis, il faut d'abord passer par la définition de nos intérêts nationaux vis-à-vis de la Chine. Oui, mais ça, on peut le faire. Faut pas oublier qu'on est un pays, quoi. On peut le faire tout en restant dans l'Europe pour l'instant, même si moi, je sais... c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais on regarde ce que fait l'Espagne. Les Espagnols, aujourd'hui, le pays le plus proche de la Chine, c'est l'Espagne. Tout à fait. Il y va, il y allait d'ailleurs assez récemment, il me semble. Et parce qu'ils sont intelligents sur d'autres enjeux aussi. Et donc en fait, ce que fait l'Espagne, dans le meilleur des mondes, on dit on le fait ça au niveau européen, mais le meilleur des mondes n'existant pas, on fait ça au niveau français. Oui, mais l'Espagne est audacieuse sur des sujets qui ne sont pas des sujets économiques et commerciaux, sur des sujets, alors elle est controversée comme telle, mais sur la géopolitique. Elle s'est fait d'ailleurs punir par les Américains. Sur Gaza, sur plein de choses. Si, ils ont pris ils ont parlé de l'exode de l'OTAN. Oui, ils ont pris des mesures coercitives, en tout cas. Tant que vous avez Royaume-Uni, Allemagne et France qui sont couchés dans le bureau ovale, il ne se passera rien. Donc moi, je pense que tout ça, c'est un ensemble. Il faut commencer à se relever déjà. Oui, il faut se relever, mais en ayant conscience qu'on doit adresser, enfin, on doit traiter le problème de fond qui est un problème de modèle de relations internationales aussi, de modèle de relations entre les États et entre tout. Et je dirais que le domaine commercial n'est que l'un des domaines d'expression, en fait, d'un corpus de conviction qui est bien plus large. Et là, les Chinois, comme les Russes d'ailleurs, nous attendent. Attendent de voir ce qu'on va donner. Si l'OTAN avait été dissous comme... ça aurait dû probablement être le cas à la dissolution du pacte de Varsovie en 1991. On ne serait pas là. Non. Alors moi, ce que je me disais, c'est qu'avec Donald Trump, finalement, ça allait nous obliger à nous redresser, à nous relever. Pour l'instant, ça nous a juste obligés à injecter de l'argent en Ukraine pour rien, malheureusement. Donc, c'est pas exactement cette réaction que j'attendais. Mais donc l'enjeu malheureusement, je pense que les Chinois, il y a clairement des choses à faire avec eux. Alors la chose facile que tout le monde dit, c'est c'est pas dur. On va faire avec eux ce qu'on a fait, on va faire chez nous avec eux ce qu'on a fait chez eux avec nous. C'est-à-dire qu'on est arrivé au début des années 2000, quand ils sont rentrés dans l'OMC en 2001, avec nos technologies, des joint ventures 50-50. On a tout transféré. Sauf que ce que disent les Chinois, c'est que... C'est plus nécessaire. On a vu ce que vous avez fait.
on ne va pas faire la même chose. Non. Parce que aujourd'hui, on ne va forcément pas faire la même chose, puisqu'on vous a vu que ça vous a coulé. Vous nous avez tout donné, toutes les technologies. Donc, pour récupérer notre technologie, il va falloir un petit peu vous lever de bonheur, quoi. Donc, moi, je pense qu'on va devoir... Mais donc, pour une négociation, il faut des rapports de force. Et déjà, le problème des Européens, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force, en fait. Donc, un rapport de force, c'est quoi? C'est effectivement, c'est ce qu'a fait Donald Trump quelque part. Quand il a mis ses droits d'importation, il a juste fait ça pour négocier des accords bilatéraux à chaque fois. Hein, parce que c'était pays par pays, un accord. Ça n'a pas marché avec la Chine. Ça n'a pas marché avec la Chine. Peut-être qu'il en a trop voulu. Alors, c'est vrai que la Chine, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le problème, c'est que ça fait quand même plus de 20 ans, d'ailleurs, 30 ans, en fait, qu'on aura laissé le monopole sur notamment toute la partie des métaux et ce genre de choses. Un exemple, on avait en France, dans les années 90, la plus grande usine du monde de traitement des terres rares. Alors, je pense que c'était la plus grande du monde parce qu'en fait, on n'en traitait pas beaucoup. D'autres. On n'en traitait pas beaucoup à l'époque. Ouais. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé? C'était cette usine de Rhône-Poulenc, qui était à La Rochelle, pas très loin de la mer, parfois qui recherchait des trucs, on ne sait pas trop, alors qu'il y avait des enfants, des élus en optimistes, etc. Donc on a dit, bon, là, de tes cheminées, il y a des trucs qui sortent, oui, ça s'appelle une usine, c'est normal. Et puis là, quand même, c'est pas très propre. Ben non, mais c'est vrai que quand on traite des métaux, des terres rares, on n'y va pas avec de l'eau, on y va avec des trucs un petit peu plus corrosifs. Et donc à ce moment-là, il y a quelqu'un, moi, si vous voulez, je peux prendre ça dans mon pays, il n'y a pas de problème. Nous, ça va, on a de la place, on va se débrouiller, il n'y a pas de souci. Et donc ça arrangeait tout le monde. Et donc on a fait partir toutes nos usines, notamment sur les métaux en Chine. Donc maintenant, on est pieds et poings liés. Il faut 80% du raffinage du cobalt. Enfin, ils contrôlent de toute façon toute la chaîne de valeur parce que même s'ils n'ont pas forcément les mines chez eux, ils les possèdent chez les autres. Oui, ils absolument. les possèdent au Congo. Ils ont quand même une grande mainmise sur l'Amérique latine. Et ça faisait d'ailleurs partie des projets de Trump de les faire sortir d'Amérique latine. Hein. Son document National Security Strategy qu'il a publié en novembre, c'est la Chine, on sort la Chine de notre hémisphère, ouest. Et c'est comme ça qu'il avait commencé à la faire au Venezuela, il y a peut-être après Cuba, et puis l'Iran est allé, mais un peu modifié. Quand on relit ce document de novembre 2011, de temps en temps je le relis, on en est quand même très loin. Ah ben non, mais là, il s'est laissé entraîner dans quelque chose. Donc les Chinois, il faut trouver ce partenariat parce que et puis accessoirement, il faut quand même retrouver de l'énergie bon marché. Hein. Donc l'énergie bon marché, donc on a dit Vladimir Poutine, il ne va pas nous attendre. Non. Donc à mon avis, ça, il ne faut pas trop compter dessus. De toute façon, c'était bon marché parce que ça arrivait par tuyau. Comme les tuyaux ne sont plus là, bon, en tout cas, il ne reste plus qu'un sur 4. Ça va être plus compliqué. Alors déjà, on peut commencer chez nous. Parce qu'en fait, le grand truc, c'est d'électrifier. Alors, comment est-ce qu'on fait l'électricité? Alors, il y a un truc qui est assez simple, c'est de se dire, c'est sûr que nos réacteurs nucléaires, tous les Français ne le savent pas, mais c'est des réacteurs américains. Donc, c'est une licence américaine Westinghouse qui a été francisée. Donc ensuite, on s'est affranchi de cette licence. C'est-à-dire que les réacteurs qu'on a chez nous, en fait, ils ont les mêmes aux États-Unis. Les mêmes. Et sauf que nous, quand on produit, ça coûte 60 € du mégawattheure. Aux États-Unis, ça coûte $30. Avec les mêmes réacteurs. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, et c'est pour ça que c'est assez simple de faire baisser le coût. Premièrement, aux États-Unis, c'est beaucoup les normes. Hein. Grosso modo, les normes. Nous, en Europe, on a déjà des normes qui sont les plus sévères au monde. Mais si on ne respectait que les normes européennes, ça se passerait très bien. Le problème, c'est qu'en plus des normes les plus sévères, nous, en France, on lave plus blanc que blanc. Donc, on surtranspose. Et donc là, on arrive sur quelque chose où on te dit à ton réacteur qui a été construit dans les années 70, qui doit respecter les mêmes normes que le PR qui est construit aujourd'hui. Donc ça n'existe pas. Aux États-Unis, on te demande que le réacteur respecte les normes qui étaient les normes de 1970. Et donc eux, leur réacteur, ils les emmènent à 80, 100 ans. Et donc forcément, ça coûte pas cher. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, nous, on ne fait pas ça. Nous, en France, on voulait fermer la moitié du parc sous François Hollande. On ne comprend pas, parce que le truc qu'on a déjà payé, pourquoi tu veux le fermer? En plus, ça va te coûter plus cher, mais c'est pas grave. Là, pour des raisons politiques. Et puis en plus, on veut construire, je ne sais pas combien, des objectifs pharaoniques d'énergie renouvelable qui vont, mine de rien, avoir un impact, parce qu'il faut quand même les payer, il faut quand même payer aussi le réseau, etc.
Et donc il y a de l'argent nulle part. Là aujourd'hui, quand on réclame 10, 15 milliards pour aider les Français sur le carburant, il n'y a plus d'argent. Non. Par contre, pour tapisser la France de panneaux, de mettre des éoliennes offshore partout en France, là, il y a de l'argent magique. Donc il y a deux France, quoi. Et donc ça, malheureusement, tant qu'on continue avec des prix d'électricité qui vont continuer à augmenter, on n'a aucune chance. La France, c'est vraiment ça qu'on doit viser. C'est simple. La France, au début des années 2000, on a une électricité abondante, bon marché, et en plus, par hasard, entre guillemets, elle est décarbonée. Bon, tout le monde est content. 2 fois moins cher que tous les pays européens. 2 fois moins cher. Et depuis 20 ans... On se saborde. On se tire des balles dans le pied, on signe des choses qu'on n'est pas obligé de signer, qui fait qu'on est en train de rattraper doucement mais sûrement les Allemands. Ce qui ne les dérange pas. Mais donc il faut redéfinir nos intérêts, et puis je pense qu'il y a un vrai souci, c'est que malheureusement... alors moi je suis né en 1981, donc si je dois revenir en arrière pour trouver quels étaient les dirigeants qui défendaient nos intérêts, je ne sais pas si j'en ai connu de mon vivant, parce qu'en fait Jacques Chirac en 95 il est élu, mais il est élu pour aller dans l'euro, il fait le serpent monétaire, donc il faut monter avant. J'étais petite encore. Voilà. J'étais plus âgée, mais petite quand même. Donc, mais bon, déjà, si on revient à Pompidou, Messmer, le plan Messmer, là, on est quand même sur quelque chose. Oui, non, mais 81, c'est Mitterrand. 81, c'est le basculement dans l'inconnu, dans la soi-disant modernité sociale, morale, politique, qui en fait a été le début d'un abandon puis l'arrivée du projet de l'Europe, et le fait que la France, à la fin des années 80, quand le mur de Berlin tombe, se dit qu'elle va clouer la main de l'Allemagne à l'Europe. Ça, c'est l'erreur fondatrice. Ça, pour leur éviter d'être trop gros, etc. Mais en fait, les Allemands d'ailleurs... si. Non, elle n'a rien cloué du tout. Les Allemands ont dit, on enlève... Ok, on abandonne notre marque, mais alors l'euro, ce sera notre marque, en fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, nous, on était bien changé de nom, mais... voilà. Mais attention, ils ont fait des efforts, les Allemands. Je veux dire, la réunification, les lois Hartz, début des années 2000... mais bien sûr. Non, mais eux, parce qu'ils osent. Mais bien sûr, mais parce qu'ils ont des modes de fonctionnement très différents des nôtres. Et on parlait quand même des Chinois, mais je veux revenir un peu sur l'Europe aussi, puisque même si ce n'est pas le sujet de l'émission, mais on parle beaucoup de délocalisation de la Chine, mais bon, très grande majorité de délocalisation, elle est intra-européenne. Moi, sur mon secteur, l'automobile, le chiffre c'est très simple, 11 usines d'assemblage qui ferment entre 2000 et 2010 en Europe de l'Ouest, 10 usines d'assemblage qui ouvrent entre 2000 et 2010 en Europe de l'Est. Alors souvent d'ailleurs, c'est avec les subventions des pays où les usines ferment qu'on rouvre les usines ailleurs. On fait ça sur les pneus aussi, ça marche très bien. Donc je pense qu'après avoir réfléchi sur comment, et je pense qu'effectivement les rapports qu'on doit construire avec les Chines, c'est plutôt du bilatéral. Enfin, c'est ce que fait tout le monde en fait. Ce que font les Allemands, c'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Espagnols. Bon, les Anglais, je suis pas certain. Et nous, c'est ce qu'ils disent souvent. De toute façon, les Français vont à Bruxelles pour défendre les intérêts de l'Europe, et les Allemands, ils vont pour défendre les intérêts de l'Allemagne, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, on est quand même sur une asymétrie qui est compliquée à gérer. Mais on doit quand même aussi régler ce problème européen, parce que si les Chinois, on leur dit écoute, je te mets 50% de droits de douane et je les enlève si tu produis en Europe, ils vont les mettre en Turquie, parce qu'en fait, ou au Maroc. Parce qu'en fait, le Maroc, c'est l'Europe, puisqu'on a un accord de libre-échange. Donc ça ne marche pas. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Donc finalement, on en revient à ce projet... qui produisent en France. Ce projet qui était pas mal à l'époque, et qui était de dire, ces droits de douane, on les met... de la France, 60%. Et à l'époque, je crois que c'était d'ailleurs ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, c'est la fameuse taxe carbone aux frontières de la France. Comme notre électricité est décarbonée, là, on serait capable de refaire venir l'usine. Alors, bien sûr, ça ferait un peu d'inflation. C'est toujours un peu compliqué. C'est vaste communicant. Quand on a vécu avec 20 ans de déflation, parce qu'en fait, la Chine, qu'est-ce que ça nous a permis ? Ça nous a permis de nous donner l'illusion que notre pouvoir d'achat ne baissait pas. Parce qu'en fait, le pouvoir d'achat
d'achat français baissait, mais on pouvait acheter autre chose, notamment acheter chinois avec les Français. Et donc, ça permet aussi un peu de masquer. C'est ces deux choses qui nous ont permis de rien faire pendant 20 ans. Le fait d'importer la déflation de Chine, et puis l'euro, qui était une monnaie artificiellement haute, qui nous permettait de nous financer à des taux trop bas, etc. Donc je pense qu'il faut un peu réfléchir à tout ça, et puis repartir sur des bonnes bases. Ça me semble une très belle phrase de conclusion. Si, on a brossé quand même Il faudrait écrire. Prochaine étape. Voilà, il faudrait écrire un livre pour tout ça. C'est le moment. C'est le moment de donner des idées à quelques politiciens en mal de réflexion. Alors, il y en a quelques-uns, mais malheureusement, c'est un peu seul. Oui, un peu seul. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Meillan de vous être prêté ou de t'être prêté à l'exercice. J'attends un livre, moi, et puis Attends pas trop longtemps non plus. Hein. Non, mais non, j'attends pas trop. Merci à vous de votre attention. J'espère que ce bien un peu nouveau, pour discuter, pour réfléchir aux questions géopolitiques, vous aura plu, chers amis. Et puis, bientôt, un nouvel invité. Je ne vous dirai pas lequel. Le prochain, après Nicolas. Merci Nicolas. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.